Mesdames et messieurs, bonjour. Avant les principaux titres de ce mercredi 6 avril, on peut d'ores et déjà parler d'un état général de guerre entre l'Alliance et la Confédération. L'école de guerre constitue vraiment un point de passage obligé pour les officiers qu'on considère qu'ils sont d'avenir. L'exercice coalition est une particularité de l'école de guerre. Peu d'écoles de guerre dans le monde ont un tel exercice avec un tel réalisme. L'exercice coalition, dans le CACS coalition, c'est l'exercice un peu la clé de voûte de notre formation. Il s'inscrit aux 2/3 de cette formation, quasiment en fin de formation opérationnelle. C'est un enseignement beaucoup plus interactif, où le stagiaire est lui-même l'acteur de sa formation. On n'est plus dans cette logique d'enseignement frontal, mais dans une logique d'enseignement beaucoup plus interactif. La totalité de l'exercice, c'est à peu près 500 personnes. Alors, on a à peu près un tiers de nos élèves, de nos stagiaires, qui sont des étrangers. En parallèle à cela, une dizaine de pays chaque année souhaitent participer à l'exercice coalition. Et cette année, nous avons eu une dizaine de pays. Chaque pays envoie de 2 à 3 stagiaires. C'est une organisation qui est très complexe, un exercice de 3 semaines qui nécessite à peu près 7 à 8 mois de préparation en tout. C'est très long à préparer. Et donc c'est un exercice qui est complexe dans sa réalisation, mais qui est également particulièrement complexe dans sa préparation et sa mise en œuvre. Les conflits actuels sont des conflits qui sont généralement asymétriques, alors qu'ici, nous avons un conflit symétrique. Alors pourquoi est-ce qu'on a un conflit symétrique? Pourquoi est-ce qu'on a un exercice qui, somme toute, est aussi compliqué en réalité? C'est vraiment dans un but pédagogique vis-à-vis de nos stagiaires, pour les faire tous travailler dans autant de domaines que possible. Le commandant d'opération, il se situe au niveau stratégique. Ça veut dire qu'il reçoit ces directives des autorités politiques, et ces directives, il les traduit en options politiques qui déboucheront ensuite sur un plan d'opération. Ce plan d'opération sera mis en œuvre au niveau de la hiérarchie et au niveau opératif, c'est-à-dire sur le théâtre et au niveau des différentes composantes. On est en train d'imaginer d'autres actions qui peut-être pourraient nous rebooster, relancer la manip, et dans 6 heures, vous aurez une réponse à votre question. Oui. Mais c'est vraiment, là, c'est du dialogue de patron à patron. Ce n'est qu'un aspect de cet exercice très important, puisqu'il s'agit de planifier, c'est-à-dire d'étudier, de préparer une opération dans toutes ses composantes. Donc c'est la mise en œuvre d'une méthodologie particulière de planification. On peut faire la plus belle planification du monde, ce qu'ils ont fait pendant 15 jours. Lors du premier coup de canon, comme disait le maréchal von Moltke, qui est un stratège allemand, prussien, toute cette belle planification peut être remise en cause et il faut à nouveau s'adapter, trouver des plans B. Et ça, c'est une démarche intellectuelle qui est très importante à acquérir. Le CJTF, qui est l'état-major joint, c'est-à-dire l'état-major du niveau opératif, donc entre le niveau stratégique, qui est le niveau déjà qui touche aux politiques, et le niveau tactique, qui est le niveau de la manœuvre des unités. L'état-major commande l'ensemble de la manœuvre, et c'est lui qui fait la coordination de l'ensemble des composantes. Cet état-major est réparti dans un certain nombre de bureaux, qui vont de 1 à 9, et chaque bureau a une fonction particulière. Vous avez ici devant vous le J2, qui est le bureau renseignement, qui nous permet d'avoir des informations sur l'ennemi. Nous avons un bureau opération, qui nous permet de savoir ce que font nos troupes sur le sol, qui nous permet de donner les ordres. Nous avons un bureau qui s'occupe également de la logistique, puisque c'est bien là l'effort maximum que nous devons faire pour alimenter nos troupes. Nous avons également un bureau qui nous permet de prévoir l'avenir, qui est un bureau de planification. Nous appelons ça le J5. Et enfin, le dernier bureau est le bureau des affaires civilo-militaires, pour aider à soutenir les populations pour lesquelles nous intervenons, et également pour aider à reconstruire le milieu. Alors le force commandeur, par nature, commande un état-major. Un état-major qui est donc de niveau opératif, puisque c'est une opération interarmée, donc avec l'ensemble des composantes, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, plus ce qu'on appelle les forces spéciales. On a 2 missions principales. La première est de fournir du renseignement, donc des informations
sur l'ennemi. Et la seconde partie, qui est ce qu'on appelle le targeting en anglais. Donc on a des cibles à haute valeur qu'on va chercher à frapper, donc des terroristes ou des chefs de milice, voilà, qu'on sera sur ordre en mesure de frapper. Et donc ici, on est une petite structure qui joue le rôle de la composante maritime. Donc on est chargé de diriger les moyens maritimes à la mer et de les faire interagir avec les autres composantes de façon à mener l'exercice coalition. Donc nous commandons toutes les forces terrestres, nous mettons en œuvre les ordres reçus du FHQ pour la partie terrestre, mais nous participons également à l'élaboration de ces ordres, puisque nous sommes les spécialistes de la partie terrestre. Je suis responsable de la partie ACC, c'est-à-dire toute la partie gérée par l'armée de l'air en temps normal. C'est beaucoup un rôle de coordination et de gestion de de grosses cellules. Je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui, mais la réalité change très très vite et il faut savoir s'y adapter. Lorsque une armée entraîne un de ses états-majors, c'est souvent, la plupart du temps, un entraînement contre une machine ou un entraînement contre des cellules réponse. Or, une des particularités de l'exercice coalition, c'est que c'est deux camps, deux coalitions qui s'opposent, le tout étant arbitré par un système de simulation et un système informatique. Pour un exercice de ce niveau-là, nous avons deux principaux outils. D'abord une simulation qui s'appelle JTLS, Joint Theater Level Simulation. C'est une simulation utilisée par l'OTAN pour le même niveau d'exercice. Donc une simulation dans laquelle on peut générer tout l'environnement, la population, avec plusieurs pays, tout ce qui va occuper le terrain, bouger sur le terrain, interagir sur le théâtre. Chaque point est une unité. Dans la simulation, tout ça c'est bien réel et on a aussi la possibilité avec la simulation de simuler la confrontation. Le deuxième outil, pour compléter cette simulation qui va nous apporter plutôt une animation venant du terrain, nous complétons ça avec une animation sous forme d'injection d'incidents qui va élargir tout le spectre de l'arrivée d'informations pour les joueurs, tout ce qui va contribuer à générer des incidents que les joueurs devront prendre en compte en complément de tout ce que la simulation apporte. C'est une cellule MELMIL pour Main Event List, Main Incident List. Donc c'est l'injection des événements et des incidents qui animent le jeu pendant toute la durée de l'exercice. 18 heures, on valide les injections et pendant la journée, on injecte, on réagit en conduite. On est capable aussi de mener des réunions en direct dans l'après-midi pour remettre à niveau nos injections. Et on est reparti ensuite pour le cycle suivant, préparation du lendemain, réunion de validation 18 heures et le jeu. Nous avons une contribution de deux organismes, l'ISCPA, donc qui nous apporte le soutien média, et puis le Centre d'enseignement diplomatique et stratégique qui nous apporte le soutien politique, c'est-à-dire que les auditeurs du Centre d'enseignement diplomatique et stratégique jouent le rôle des différents hommes politiques, que ce soit le président de la République, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, etc., des différents pays qui sont prévus dans le scénario. Nous essayons par la conduite de la manœuvre diplomatique, de reproduire toutes les contraintes, toutes les exigences que des diplomates et des décideurs politiques imposeraient à l'instrument militaire. Premier constat que nous pouvons faire, c'est que c'est très positivement reçu. Leur rôle a été bien perçu, ils ont bien compris à quoi on les destinait. Les contacts avec les militaires se sont bien passés au sens où on a organisé des relations assez fluides et souples qui permettaient de créer les conditions réelles, de simuler des conditions qui pourraient être réelles. J'ai été choisi par le directeur exécutif de l'UNITAR qui a été donc dans le cabinet de Kofi Annan et qui m'a connu pendant ma carrière aux Nations Unies. Je joue le rôle du secrétaire général. Donc, je fais, pas la navette, mais le contact entre les parties. Je suis très content d'être ici à cause de la proximité de l'exercice avec la réalité sur le terrain. Il y a une telle similitude qu'on peut penser qu'il s'agit en fait des cas déjà vécus.
Et la particularité de Coalition, c'est qu'il y a la présence des acteurs, des médias en tant qu'acteurs, que ce soit pour la presse, que ce soit pour la radio, la télévision ou tout simplement pour la mise en place d'un web. Ça, c'est également unique. Les étudiants sont en deuxième année de journalisme au sein de l'ISCPA, qui sont répartis en 4 groupes. Un qui fait donc de la télévision, avec un journal télévisé neutre. En radio, ils réalisent 3 journaux, le premier à 9 h, le deuxième à midi, le troisième à 16 h, et puis avec des flashs d'informations toutes les heures. En presse écrite, ils réalisent 3 journaux et en fait du web, donc le web en continu qui traite l'information, les dépêches, qui envoie du monde aussi sur le terrain et qui relie tous les autres médias sur son site. En dehors du fait que le lieu n'est pas du tout le même, que les soldats avec lesquels on travaille au jour le jour pendant cette semaine ne sont pas non plus les mêmes. Pour autant, tout est virtuel, mais il y a un vrai combat quand même. Il y a un vrai combat entre 2 camps, pour le coup l'Alliance et la Confédération, que vous connaissez, et on les voit s'affronter vraiment. Et demain, les mêmes stagiaires militaires rencontreront les mêmes stagiaires journalistes sur le terrain. En tout cas, je l'espère. Mais c'est une vraie chance. Je trouve que c'est un exercice intéressant parce que ça nous permet de contrôler au moins sur le papier beaucoup de moyens militaires. Et puis ensuite, ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est les interactions entre les différents états-majors. C'est un exercice intéressant, très pratique, très vivant. On apprend effectivement à découvrir toute la complexité de l'univers de la guerre. Cet exercice-là, Coalition, pour moi, il est unique. Alors, il n'est pas sûr que je puisse le refaire, mais en tout cas, j'essaierai d'inciter fortement mes collègues du ministère à y participer. Surtout, on apprend comment travailler ensemble, comment fonctionne cette équipe. C'était vraiment une bonne occasion de mettre en pratique ce qu'on avait pu apprendre à l'école et en même temps aussi être plus proche d'une situation de travail réelle. C'est un bon scénario, assez réaliste et complexe. Honnêtement, c'est très enrichissant et s'il m'était donné à le refaire, cet exercice-là, volontiers, je le referai. L'exercice Coalition leur a apporté la possibilité de rentrer, d'être immédiatement efficace dans un état-major opérationnel. L'exercice l'année prochaine sera différent parce qu'il faut toujours s'adapter aux besoins. L'année prochaine, on aura peut-être pas le même nombre de mentors ou pas le même nombre de stagiaires. Il faudra changer peut-être un peu la structure, mais le fond derrière cet exercice, lui, ne va pas changer. Les stagiaires de l'école de guerre cette année, ça a vraiment fait preuve de beaucoup d'implication dans la préparation et l'exécution de cet exercice.